Bien, bonjour à tous. Je crois qu'il est temps que nous commencions cette deuxième journée de notre colloque. Pardon? Ah non, je sais que quelque chose. Hein? Comme ça, c'est mieux? Je parle plus dans le micro. Voilà, alors cette session est dédiée au déploiement des hommes sortis d'Afrique et peuplement de l'Eurasie. Et la première communication est celle de François Séma, comprendre le peuplement de l'Asie du Sud-Est au Pléistocène. François. Bonjour. Ça, c'est vraiment la sortie d'Afrique, là. On va se retrouver en Asie direct. Merci. Bien, bonjour. Merci tout d'abord, très sincèrement, à Michel Brunet et à Yves Coppens de nous avoir permis de présenter ça aujourd'hui. Je suis désolé que la moitié du titre ait sauté sur le programme, c'est-à-dire que quand on parle d'Asie du Sud-Est ici, on va surtout parler d'Asie du Sud-Est insulaire, d'une part. Asie du Sud-Est insulaire, avec un titre qui s'intitule Voyage. Pourquoi? Parce que le français n'a pas... Pardon? Il faut parler plus fort. Bon. Est-ce que ça va comme ça? Voilà. Le français n'a malheureusement pas le mot bien pratique anglo-saxon, dispersal. Et on utilise souvent, bien à tort, le mot de migration, s'adressant à des groupes humains qui n'organisaient pas leur migration au sens propre du terme, mais qui étaient sujets à ce qu'on peut appeler donc en anglais des dispersals. Et bien entendu, en mettant en jeu à la fois le milieu naturel, les relations entre l'homme et son milieu, et bien entendu, à un moment, interviennent les comportements humains, c'est la tâche du préhistorien, d'essayer de démêler un petit peu cet écheveau. Bon, un écheveau dont les mots-clés sont présentés et qui, bien sûr, a commencé à se mettre en place il y a déjà fort longtemps, exactement dans le même esprit pour ce qui est de la biogéographie actuelle, puis de son ancrage dans le temps, là c'était les travaux de Wallace à Sulawesi, de son ancrage dans le temps, notamment grâce aux travaux d'Eugène Dubois. Travaux d'Eugène Dubois qui étaient signalés, vous le voyez, bien avant la découverte de Trinil. Et c'est peut-être cette communication, je crois que c'était une société savante de Bruxelles, qui représente le mieux la perception qu'a eue la communauté scientifique de l'intérêt des travaux de Dubois, bien avant qu'à Trinil, au milieu d'un amoncellement de faune dont vous voyez une photo ici, il ne découvre ce qui est devenu l'holotype de l'Homo erectus. Bon, par la suite, je vous fais un point rapide, mais vous connaissez tous cette histoire. Par la suite, les découvertes se sont largement multipliées, notamment sur l'île de Java, en termes de paléoanthropologie, Java ayant été un des berceaux de la nouvelle discipline à l'époque, et en termes de paléontologie également. Alors, en termes de paléoanthropologie, bien entendu, un des sites le plus célèbres est le dôme de Sangiran, qui est au World Heritage depuis 1996, avec un registre relativement complet de fossiles d'Homo erectus remontant aux alentours d'1,6 million pour les plus anciens. Voici le premier découvert par von Koenigswald. Pour la petite histoire, il s'était fait engueuler, il n'y a pas d'autre mot, par Eugène Dubois lorsqu'il est allé lui présenter, tout fier, en lui disant « c'est un des sosies de Trinil ». Et Dubois, à l'époque, qui était dans sa phase un petit peu névrotique, a refusé de reconnaître la ressemblance entre Sangiran II et le fossile de Trinil. Un des exemplaires, bien entendu, les plus célèbres, puisque c'est le premier qui a été découvert avec la face,
Puis le registre est complété dans les alluvions de la rivière Solo, plutôt dans l'est de Java, par cette population qu'on connaît principalement par des calottes crâniennes et qui est appelée l'homme de la Solo. Voici le site de Sambo Machan, où Suyono, dès la fin des années 70, avait d'ailleurs découvert ce petit chopper sur éclat que vous voyez en bas. Bon, tout ça a amené nos collègues anthropologues dès le début, dès les années 1930, et ça a perduré jusque dans les années 2000, à tracer des flèches, c'était bien naturel à l'époque, entre les spécimens les plus archaïques et les spécimens les plus dérivés. Bon, c'est quelque chose qui effectivement pose question, puisque c'est un petit peu synonyme du fait qu'à l'époque, on ne vendait que des billets allés pour parvenir depuis l'Eurasie jusqu'à l'extrême sud-est de l'archipel indonésien. Et on verra que c'est quelque chose qui, effectivement, recouvre en fait un dessin un petit peu plus complexe. Alors, parallèlement, on a parlé des animaux. Plusieurs chercheurs se sont dévoués pour essayer de mettre en place une biostratigraphie. Bon, voilà les deux principaux qui sont représentés sur cette figure. Et voilà un petit peu le cadre biostratigraphique qui est assez célèbre, qui a été établi par John DeVos, notamment lors de la publication de son doctorat, à partir d'une part des travaux qu'avait réalisés Ralph von Koenigswald et d'autre part d'une réévaluation des collections de façon à essayer d'avoir des représentations significatives d'horizons paléontologiques et d'essayer de faire un petit peu le tri au travers de collections paléontologiques qui étaient souvent disparates. Cette biostratigraphie, on peut la résumer ainsi: dans l'espace à Java et dans le temps sur la colonne chronologique. Alors c'est elle un petit peu qui va fonder la présentation, de façon à voir à la fois quelle est sa valeur et quelles sont aussi ses limites. Je reviens sur la phrase d'Émile Delvaux, les restes d'une grande terre. Le patron semblait relativement simple, finalement, une extrémité de la plaque eurasiatique régulièrement exondée. Vous voyez sur la droite les cycles climatiques principaux lors des périodes glaciaires, inondée lors des périodes interglaciaires. Bref, tout allait bien. Nous avions des vagues successives d'arrivée et d'endémisme suivant les cycles, et bien entendu, du côté oriental, les lignes biogéographiques mises en place principalement par Wallace, qui représentaient la limite et la transition vers l'autre plateforme, celle de l'Australie, la plateforme de Saul. Alors, les premières découvertes un petit peu étonnantes se sont faites jour il y a une bonne vingtaine d'années. En fait, ça remonte à plus longtemps. Les premières découvertes sur Flores remontent à environ 50 ans. Mais pendant très longtemps, elles ont été considérées comme des découvertes un petit peu anormales et méritant d'être documentées de façon extrêmement précise. Durant les 20 dernières années, elles se sont en partie multipliées et surtout sont devenues, pour plusieurs d'entre elles, absolument indiscutables. Bon, je vous en ai représenté 4 ici, 2 du côté des Philippines et 2 à l'est de la limite de Wallace. Bon, celles de Flores sont célèbres. Les premiers outils avaient donc été trouvés dans les années 70. Aujourd'hui, on sait que le bassin de la Shoah a été peuplé il y a 1 million d'années. Très récemment, donc, il y a eu la publication de ce fragment de mandibule qui pourrait être, selon ses inventeurs, un des ancêtres de l'Homo floresiensis et qui est âgé, lui, d'environ 700 000 ans. Bon, les travaux récemment publiés par Thomas Njiko sur la présence humaine au nord de Luzon, également aux alentours de 700 000 ans.
Sur des périodes plus récentes, mais néanmoins relativement anciennes, fin du Pléistocène moyen, les premières datations obtenues sur les industries de la Wallanée à Sulawesi, et la question toujours posée, à Luzon encore, sur la présence d'un outillage qui présenterait un certain nombre de caractères le rapprochant de l'acheléen. Bon, tout ça a donné à penser, bien entendu, que l'homme avait traversé les limites biogéographiques, que ces traversées se sont passées après l'installation des conditions caractéristiques du Pléistocène moyen, partie gauche du diagramme, c'est-à-dire lors des régressions marines majeures. Pour information, la limite Pléistocène inférieur, Pléistocène moyen est conventionnellement placée vers 800 000 ans, c'est une limite géomagnétique. L'installation réelle de conditions paléo-environnementales caractéristiques du Pléistocène moyen semble apparaître plutôt vers les stades isotopiques 20-22, notamment à Java. Donc je prendrais plutôt comme limite un âge de 1,1 million d'années. Mais enfin, c'est sur cette partie de la chronologie que se sont produites les traversées. Traversées qui, bien entendu, ont pu être aidées par l'évolution paléogéographique à l'époque, c'est-à-dire par une exondation assez importante du plateau de la Sonde, aboutissant certainement au développement de lacs côtiers et de forêts de mangroves immenses à la partie sud-orientale, qui ont pu, le cas échéant, faciliter le passage vers les petites îles de la Sonde. Et vous voyez en haut de la carte que les deux routes possibles d'accès aux Philippines étaient en partie ouvertes, mais que toutefois, il existait encore d'importants bras de mer. Bon, la petite minute de silence, on ne va pas tomber dans la science-fiction. Bien entendu, la question qui se pose, comment ont-ils traversé? Vous trouverez une littérature assez intense sur la question. Bon, je vous ai mis 3 anecdotes sur la diapositive, ce n'est pas la peine de les commenter, sur différentes hypothèses qui peuvent avoir joué séparément ou de façon concomitante pour permettre à l'homme d'atteindre ces zones un petit peu isolées. Alors ce questionnement, paradoxalement, donc, est apparu en dehors du plateau de la Sonde. Mais du coup, il a, depuis une quinzaine d'années, ravivé un petit peu l'intérêt des chercheurs vers ce qui s'est passé réellement sur le plateau lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé finalement sur cette grande terre dont nous avions jusqu'alors une perception relativement simpliste, système continental, système archipélagique. Alors, un certain nombre de mots-clés qui peuvent attirer notre attention pour développer un petit peu la réflexion à ce sujet. Bon. Le schéma tel qu'il était, partie exondée, arrivée de faune, arrivée possible de l'homme, partie période isolée, développement de l'endémisme, et les hommes deviennent des insulaires. Ça, c'est le schéma classique. Alors, il faut peut-être un petit peu l'affiner et essayer de voir un petit peu où étaient les points chauds paléogéographiques de l'époque. Alors, sur la carte de gauche, vous en avez 2. Vous avez l'isthme de Kra qui permettait le passage depuis la Thaïlande vers la péninsule malaise et qui, évidemment, a connu des variations de largeur tout à fait énormes. Cercle du bas, le détroit de Malacca et notamment sa partie qui sépare Singapour de l'île de Sumatra et qui, lui, au vu d'études un petit peu plus fines, que je n'ai pas le temps de développer ici, n'aurait réellement fonctionné qu'au stade 5, c'est-à-dire au passage Pléistocène moyen, Pléistocène supérieur, avec les hauts niveaux marins. Autre point d'intérêt, qu'est-ce qui s'est passé finalement sur la mer de Java et sur la mer de Chine du Sud
quand vous voyez sur les cartes marines tous ces cours de rivières qui ont pu être cartographiés et qui représentaient en quelque sorte des voies de communication entre les principales masses de terre telles que Bornéo, Sumatra ou Java. Alors, au Pléistocène inférieur, les oscillations du niveau marin n'étaient pas aussi drastiques qu'au Pléistocène moyen, ce qui fait que vraisemblablement, la partie la plus méridionale de l'archipel a été peuplée d'abord par des animaux pouvant nager. Bon, voici un petit peu le type de paysage qu'a pu rencontrer Homo erectus à l'époque, qu'ont pu rencontrer les spécimens les plus anciens. Celui qui a l'air tout étonné là en bas à droite, c'est la reconstitution que Dubois a présentée au Trocadéro lors de l'exposition universelle de 1900. Il avait pris pour modèle son fils et avait mêlé dans la statue des caractères simiesques tels qu'un pouce opposable au pied, des bras très longs, bon, une face un petit peu simiesque également, mais le corps était définitivement un corps humain. Dans ce type de paysage, Homo erectus a forcément rencontré des milieux nouveaux et a dû s'y adapter. Alors, en voilà un qui n'apparaît pas forcément très hospitalier, les forêts de mangrove qui se sont développées de façon absolument immense sur toute une partie du plateau de la Sonde, y compris pendant les périodes d'exondation, mais qui représente un milieu extrêmement riche en subsistance. Et d'ailleurs, toutes les études qui portent actuellement sur la conservation de la mangrove démontrent un petit peu cet enracinement profond dans le temps de l'exploitation humaine de la forêt. Donc, on est là sur une véritable question, l'adaptation précoce de l'homme à la forêt tropicale et à la forêt marécageuse, ainsi qu'à la forêt de mangrove. Alors, partant du principe ou de l'idée reçue que l'homme n'évolue que dans un milieu ouvert, bon, il y a eu des hypothèses prétendant que durant les périodes glaciaires, périodes d'exondation, il y avait réellement disparition totale de la forêt, et l'hypothèse du corridor de savane, bien entendu, a été publiée. Bon, là, où ça devient intéressant, c'est que justement, bon, cette savane, elle est très élargie en direction des petites îles de la Sonde, sur cette figure, ce qui va un petit peu en contradiction avec la carte que je vous ai présentée tout à l'heure, et qui dit qu'au contraire, les lacs et marécages côtiers, ainsi que les lagunes bordées par des mangroves, se sont développés entre Bornéo et Java sur la façade orientale du plateau de la Sonde à cet endroit. Dans l'arrière-pays, bon, les travaux principalement palynologiques, mais aussi sédimentologiques, ont mis en évidence des alternances entre période glaciaire et période interglaciaire, entre la forêt tropicale humide et une forêt beaucoup plus ouverte. Pourquoi la sédimentologie? Parce que, bien entendu, si vous suivez une application simple de la biorexistasie, lorsque le paysage s'ouvre, durant la saison des pluies, vous avez énormément d'érosion, énormément d'alluvionnement, et les phases glaciaires et interglaciaires peuvent se repérer de cette façon au long des coupes stratigraphiques. Alors, cette idée du corridor de savane remettait un petit peu en cause l'importance de disposer de voies de pénétration suivant des cours d'eau. Et les études qui démontrent au contraire la persistance d'une forêt, que ce soit une forêt ouverte dans le paysage général ou des restes de forêt tropicale, et notamment de forêts-galeries le long des cours d'eau, sont beaucoup plus en adéquation justement avec les dispersols humains, l'homme ayant toujours besoin à la fois d'eau pour survivre, mais également de sources de matériel lithique, par exemple. Alors ici, le registre archéologique peut un petit peu nous aider, en fait. Alors voici un sol d'occupation un petit peu remanié, mais pas trop,
découvert à Sangiran, qui est âgé justement de 800 000 ans, dans lequel le registre archéologique présente des caractères vraisemblablement acheléens. Découverte qui a été depuis un petit peu confirmée par le recueil d'autres artefacts dans l'île de Sumatra, celui de gauche. Alors ça peut vraisemblablement signifier que la tradition acheléenne et la tradition notamment d'un acheléen sur grands éclats tel que décrit en Inde a pu atteindre à cette époque des îles assez lointaines, y compris l'île de Java. Les faunes, nous en avons déjà parlé, et nous avons rappelé que la linéarité apparente du registre paléoanthropologique était en opposition avec la rythmicité, je dirais, des vagues de migration faunistique qui, elles, étaient guidées par le climat. On a donc deux proxys, deux marqueurs, l'un faunistique et l'autre, finalement, culturel, qui viennent à l'encontre de cette ligne reliant les premiers hominidés aux hominidés tardifs, les plus dérivés, qui se sont éteints sur Java. Bon, très vraisemblablement, les deux approches contiennent une part de vérité. Il y a, on le sait, extinction des Homo erectus les plus tardifs à Java, à une période qui reste encore à déterminer, très vraisemblablement extrême fin du Pléistocène moyen, début du Pléistocène supérieur, mais c'est encore discuté. Cependant, il s'agit aujourd'hui pour les paléoanthropologues de prêter une attention particulière à la diversité des fossiles recueillis au début du Pléistocène moyen et notamment de se lancer dans une comparaison un petit peu poussée avec leurs cousins continentaux, notamment ceux de Chine, le registre indo-chinois étant encore extrêmement restreint. Autre intérêt de ce registre archéologique, c'est la nature des roches qui ont été utilisées, notamment à Sangiran. Là, je vous en présente deux types, des blocs de quartz et de quartzite, d'une taille relativement importante, et qui n'ont pu, je passe sur les détails, arriver de façon naturelle dans le dôme de Sangiran, qui par essence est un site quasiment dépourvu de pierres. Alors en recherchant les gîtes, on arrive à avoir une très vague approximation de la taille des territoires qu'occupait l'Homo erectus à l'époque, et vraisemblablement cette extension relativement large était liée à une ouverture du paysage au tout début du Pléistocène moyen. Cette question de la forêt, tiens, on va reciter Thomas Njiko qui, avec John DeVos, a découvert dans les collections du site de Trinil, réputé comme représentant un site ouvert, du gibbon. Donc, preuve encore que les forêts-galeries existaient et que la forêt tropicale humide n'a jamais abandonné la région, y compris durant les périodes glaciaires les plus marquées. Bon, de façon un petit peu plus large, les botanistes et biogéographes ont fait également une approche des principaux éléments constitutifs de la forêt tropicale humide. Alors voici ici, selon deux modèles climatiques relatifs au LGM, au dernier maximum glaciaire, un petit peu l'évolution des diptérocarpacées qui sont un des constituants majeurs de la forêt tropicale humide en termes de gains, de turnover, de pertes, de remplacement, etc. Et on s'aperçoit que les diptérocarpacées n'ont également jamais disparu de la région et que la forêt persistait, quelles que soient les régions, plus ou moins, mais quelles que soient les régions. Toujours dans cet esprit de regarder ce qui s'est passé dans la forêt, on peut aller de façon un petit peu incidente dans les grottes des montagnes du sud de Java. Alors ici, donc, une fouille dégageant des sols d'occupation qui sont parmi les plus anciens, une dent déciduale humaine dont on ne sait pas si elle appartient à un erectus tardif ou à un des tout premiers
arrivants hommes modernes dans la région. Et une photo que j'aime bien, c'est ce petit ours malais qui a reçu à l'époque des nouvelles qu'une forêt tropicale s'était vraiment développée de façon fantastique au stade 5 au sud de Java. Il rêve qu'il est en train d'aller lécher du miel dans la forêt. Bon, le seul problème, c'est qu'au stade 5, en tout cas au 5E, le niveau marin était très élevé. Je vous ai dit tout à l'heure que le détroit de Malacca fonctionnait à plein comme barrière finalement de passage, et que l'ours malais, on prend cet exemple, mais on aurait pu en prendre d'autres, le symphalangus, l'orang-outan ou autre, a relativement horreur d'aller en vacances à la plage et de traverser des détroits. Ça pose donc le problème qui est mentionné sur la partie droite de la diapositive, c'est-à-dire que dans le futur, il faut que nous arrivions, on essaye de commencer, à mettre en phase, d'une part, ce qui s'est passé en termes, je dirais, d'impact global des phases climatiques, et ça, c'est reflété par le niveau marin, l'existence des détroits ou l'exondation de certaines zones, et ce qui s'est passé réellement au niveau paléoclimatique à l'échelle locale. C'est-à-dire ici, vous avez, par exemple, toujours pour ce même stade 5, ce qu'on appelle les mushroom stalagmites en champignons, qui sont un petit peu comme des jets de chantilly sur une assiette de fraises, et qui dénotent des précipitations absolument démentielles au moment où la forêt tropicale humide s'est redéveloppée et a pu accueillir cette faune. Alors, comment s'est passé le passage? Les ours malais et d'autres taxons avaient besoin d'un passage quasiment à pied sec, et la forêt tropicale, elle, s'est développée durant les zones de précipitation. Il y a donc un décalage de rythme, si vous voulez, ce qui est relativement facile à imaginer, mais qui reste extrêmement complexe à formuler et à quantifier avec une échelle chronologique relativement précise. Alors passons rapidement sur les questions liées au volcanisme, qui tient quand même une place extrêmement importante dans la région, avec le dépôt de kilomètres d'épaisseur de lahar qui sont immédiatement érodés. Alors voici une fouille déjà un petit peu ancienne qu'on a développée dans des conditions absolument abominables. Vous voyez la flotte, vous voyez les éboulements, etc. Dans des sables volcaniques qui vraisemblablement se sont déposés en une seule éruption, qui sont coiffés par des brèches. C'est d'ailleurs un site assez passionnant que j'espère reprendre un jour, puisque c'est un des seuls dans la région de Sangiran qui ait réellement conservé la matière organique. Et à l'intérieur de ce site, on avait notamment trouvé des animaux, ici un petit éléphant, qui était mort d'étouffement en cherchant leur nourriture dans la cendre volcanique. Vous voyez que les sinus du petit éléphant sont tapissés par une couche de quelques millimètres d'épaisseur de cendre volcanique, ce qui a amené à son décès. Dans cette influence du volcanisme, c'est quelque chose d'assez important. Ça, c'est une petite étude qui a été faite par Welting sur les espèces vivant aujourd'hui dans l'archipel de Mentawai, la petite ellipse qui est complètement à l'ouest sur la carte. Mentawai faisant partie de l'arc non volcanique externe des îles de la Sonde. Et alors, en termes de proximité, il s'est appuyé sur les données de systématique moléculaire qui sont disponibles. Il a découvert donc une proximité extrêmement forte pour ce qui est des mammifères avec le centre de Bornéo, bien entendu, beaucoup plus qu'avec Sumatra, Java, bien entendu, et le sud de la péninsule malaise. Et il y voit justement un impact beaucoup plus marqué, notamment de l'éruption du Toba, il y a environ 70 000 ans, sur les extinctions sur l'île de Sumatra, qui auraient permis à ces îles de Mentawai de garder cette proximité avec Bornéo. Mais ça vous donne une idée de la diversification
des patrons de biodiversité durant le Quaternaire sur l'ensemble du plateau de la Sonde. Les résultats sont tout à fait différents en ce qui concerne les reptiles, les petits reptiles notamment, et les batraciens, où la proximité avec Sumatra reste très importante. Et alors ça nous renforce dans notre idée de tenter, ça c'est une étude qui est faite à Sangiran par un jeune chercheur indonésien, de tenter dans les séries argileuses du tout début du Pléistocène, qui sont relativement pauvres en mammifères, des études sur les dépôts argileux eux-mêmes, qui nous permettent de ressortir, alors bien entendu, des indicateurs paléoécologiques qui restent précieux pour les études locales, mais qui nous permettent aussi de ressortir des fossiles de poissons, des fossiles de rongeurs quand il y en a, de poissons, de crustacés, de petits reptiles ou de batraciens, qui constitueront certainement une des perspectives majeures dans le développement de la paléontologie et des reconstitutions de patrons biogéographiques, paléobiogéographiques, dans le futur. Je reviens sur cette zone des cours d'eau dont je parlais au début, entre Bornéo et Java. À certaines périodes, lors de l'exondation maximale, un équilibre biologique s'est établi, notamment, par exemple, sur les populations de poissons. Il y a eu ensuite, lors des périodes d'isolement, des phénomènes de spéciation qui sont apparus. Et on a certainement beaucoup à apprendre de l'application de ces méthodes aux sites paléontologiques, plutôt que de se concentrer effectivement exclusivement sur les grands fossiles, voire exclusivement sur les hominidés. Alors la dernière partie de mon intervention, je l'ai intitulée pompeusement « Le temps et les espaces ». C'est peut-être un peu exagéré, sait-on jamais, mais on revient sur la complexité de ce qui s'est passé sur cette fameuse grande terre d'Émile Delvaux. Alors nous avons vu au début que nous avions été interpellés par ce qui se passe en fait à l'extérieur, ce qui se passe à l'est, dans des îles, ça n'est pas un pléonasme, réellement isolées, qui du point de vue biogéographique peuvent s'apparenter à des îles réellement océaniques. On a vu que chaque île avait sa propre histoire, qui est encore en grande partie à déchiffrer. On a quelques indices, quelques découvertes bien documentées, mais qui restent quand même en nombre limité. On a vu par exemple qu'à Flores, bon ça on n'en a pas trop parlé, mais c'est évident, plusieurs humanités avaient pu coexister, voire cohabiter. Sur le plateau de la Sonde même, nous avons vu que c'était des îles d'une autre nature, c'est des îles que les biogéographes ont tendance à appeler les îles à Lethbridge, avec des patrons également relativement complexes, liés non seulement à ce qui s'est passé du côté du niveau marin, mais à l'impact climatique réel, local, suivant les régions, à l'impact également du volcanisme. Et on va terminer par ce qui a pu se passer sur Java même. Alors Java, partie de l'arc volcanique interne de la sonde, Java, île en évolution. Et c'est là que se pose finalement pour nous aujourd'hui, dans le développement des recherches, la principale question. Elle est toute bête. C'est-à-dire que cette biostratigraphie ou cette phylogénie humaine, disons, a été établie de façon extrêmement composite dans l'espace et dans le temps. Alors, tout se passe comme si Java était considéré comme un objet dans l'espace. C'est OK pour aujourd'hui. Dans le temps, ça l'est certainement beaucoup moins. Si vous regardez sur la partie occidentale, là où j'ai marqué Bumiayu, découverte relativement récente de 2 spécimens de Gigantopithèque qui ont été publiés en 2016, d'autres primates qui restent encore à être étudiés. Au long de séries qui débutent certainement par une incitation climatique, qui sont
appuyés par les régressions marines du début du Quaternaire et qui sont marqués, notamment à Boumiaillou, par des bandes de lignite, par le développement de forêts de mangroves, puis seulement plus tard par une dominance des alluvions volcano-sédimentaires dans les séries. Juste à Sangheran, là on est 10 km au nord de Sangheran, à une période qui est déjà continentale dans le dôme de Sangheran même, et ici vous voyez la fouille d'un delta venant de proto-chaîne de montagne, qui était encore en formation au nord de Sangheran, delta qui se jette dans des niveaux définitivement marins. Alors voilà des cartes qui avaient été établies il y a quelque temps déjà lors de la thèse de Tony Giubiantono. Vous y étiez, Henri, cette thèse, vous vous souvenez? Et Yves Copin, c'était là aussi également. Et tous deux avaient attiré l'attention sur l'importance de développer les travaux cherchant à l'échelle très locale à définir justement ces variations horizontales de faciès et cherchant à mettre en correspondance des couches de nature extrêmement différente, mais déposées à la même époque. Et effectivement, si on suit la régression marine dans le dôme de Sangheran, dépôts lagunaires, dépôts de lahar, dépôts d'argile marécageuse, eh bien, à la même époque, 10 km plus au nord, nous étions encore dans une mer relativement peu profonde, mais mer tout de même. Quand on va vers l'est de Java, alors là, le système, le processus est un petit peu différent, puisque nous avons également la régression marine à l'aube du Pléistocène, mais elle est immédiatement marquée par des alluvions volcano-sédimentaires relativement grossières, des tuffes, des cendres et des sables. Voici deux exemples. Donc Perning, tout à l'heure, où a été découvert l'enfant de Mojokerto, on n'en a pas parlé, donc c'est l'occasion de le mettre. Gronan Kedongbrobus, des couches fossilifères aux alentours de 1,8 million d'années, qui sont les premières qui succèdent immédiatement à la régression marine. Et là aussi, pour la petite histoire, c'est la région où les intellectuels javanais assimilaient les restes des fossiles aux victimes des grandes batailles mythiques du Ramayana. Raden Saleh, le peintre, avait organisé des fouilles à cet endroit-là d'ailleurs, au XIXe siècle. Bon, et Sangheran dans tout ça, ce qui est amusant, c'est que Sangheran est certainement l'un des sites les plus célèbres, tout le monde le connaît, celui qui a livré le plus d'hominidés, mais qui jusqu'à présent pêchait le plus par le manque d'horizons biostratigraphiques récoltés réellement en place et contemporains. Ce qui fait que les paléontologues ont eu tendance à appliquer ce schéma biostratigraphique composite fait d'un mélange de sites occidentaux et de sites orientaux de Java à la biostratigraphie de Sangheran, qui a l'intérêt, en tant que site, de présenter l'enregistrement le plus long, entre 2,5 millions et environ 600 000 ans. Et récemment, donc, le même collègue indonésien a entrepris une thèse à partir des quelques collections représentant réellement des niveaux paléontologiques étudiables dans le dôme de Sangheran, et le schéma qui se dessine reste encore à l'état d'ébauche. Simplement, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est un schéma qui ne recoupe pas l'alternance glaciaire-interglaciaire que nous avions vu dans le schéma général proposé par John DeVos. On est plutôt sur un enrichissement progressif de la biodiversité. Certes, il y a des pertes, certes, il y a des immigrants, mais on est surtout sur un schéma d'enrichissement progressif qui se distingue de ce qui a été vu dans les sites occidentaux ou dans les sites orientaux. Donc ça sera finalement ma diapositive de conclusion. C'est-à-dire que la grosse question qui se pose aujourd'hui, c'est au Pléistocène inférieur, en fait, Java, c'était combien d'îles, avec chacune, en partie, leur histoire propre.
Donc il reste encore pas mal de boulot à faire sur la question, mais avec un peu de chance, une partie des gens qui figurent sur ces photographies seront capables de nous apporter des éléments de réponse dans le futur. Je vous remercie.